On va pas se faire que des amis. Ça c'est sûr. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler avec Michel Musso, une personne que j'ai connue par le biais d'une conférence ici, chez Requinquet, à Richemont, atelier de vélo, de réparation, d'entretien surtout. Et j'ai découvert l'énergumène lors d'une conférence où il expliquait sur un temps où moi je ne faisais même pas de vélo, ou très peu, si, quand j'avais 10 ans, il faisait des épreuves de très longue distance. Des choses qui n'existaient pas, je n'en entendais même pas parler à cette époque-là. Donc la première rencontre, ce fut il y a 1 an et demi, 2 ans. Presque 2 2 ans. Avec, voilà, je me rappelle des photos, on partagera les photos par la suite. Je me rappelle des photos, cabine téléphonique pour les checkpoints et tout, c'était une histoire incroyable. Et puis le temps passe, moi je commence les longues distances à vélo. Donc je me suis vraiment enrichi de ton expérience. J'ai bien écouté ce que tu nous disais de faire. Et donc j'ai fait la Moselle à vélo. Ça s'est plus ou moins bien passé. Le temps passe, j'ai fait plein de petites épreuves. Et de là, tu as organisé l'Ultra Tour Luxembourg-Belge l'année suivante de notre rencontre. Et tu m'as invité à venir sur ton épreuve. Et c'était super sympa parce que c'était ce que je cherchais dans l'ultra, c'était les racines de l'ultra que j'ai pas pu connaître, mais qui pour moi sont les fondements, et on devrait toujours avoir des disciplines comme ça, pas des disciplines mégalo ou subventionnées de toutes parts, enfin à l'origine de l'ultra. Et donc voilà, et les discussions commencent à tourner autour de l'ultra, la longue distance, la philosophie de tout ça. Donc la philosophie de l'ultra, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est en train de devenir, et on trouvait que la discussion était très intéressante. Donc on s'était dit que ce serait bien de se rencontrer pour en parler et pour partager avec les gens qui nous regardent. Ouais. Donc déjà Michel Musso, enchanté déjà de reparler avec toi. Enchanté également. Peut-être rapidement un peu redéfinir un peu le tout. Redéfinir déjà, voilà. Présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu as fait. Alors déjà on s'est rencontrés il y a presque 2 ans. Voilà. J'avais été invité en fait par Pascal ici chez Requinquet en fait pour une soirée pour exposer un peu l'ultra cyclisme et l'origine, j'allais dire l'histoire, bref, de l'ultra cyclisme. À mon époque où j'ai pratiqué, on disait l'ultra distance, on ne parle même pas d'ultra cyclisme. Oui. Donc je reviens un peu en arrière, c'est dans les années 90, au millénaire passé, pour se repositionner un peu. Un peu plus de 30 ans. Voilà, donc rapidement, en fait, à l'époque, il y avait des épreuves qui duraient 24 heures. Donc j'en ai gagné quelques-unes ici en Lorraine, à Tucnieux, qui sont pas très loin. J'ai battu 2 fois le record de l'épreuve, donc les 24 heures. Ici à Ucange, pas très loin. Pas très loin. Il y avait une épreuve sur 24 heures et on avait battu le record de l'épreuve. C'était à 2 en relais. Okay. Voilà. À l'époque, on en avait une aussi sur 24 heures à Raon, l'étape. Voilà, il y avait des épreuves de ce type-là. Et je commençais à performer sur ces épreuves. Et en 93, j'ai tenté le record du monde des 24 heures. C'était à Metz, sur le parcours, sur la base militaire du 2e génie au bord de la Moselle. Oui, j'ai cru comprendre que vous avez profité de l'événement porte ouverte pour... Voilà, il y avait la journée porte ouverte du régiment. Moi, j'habitais pas très loin et en fait, la problématique, c'était de fermer les routes pendant 24 heures. C'est un budget, il faut avoir les autorisations. Donc, en fait, on s'est dit, il faut aller sur un circuit privé, fermé. Et du coup, on va enlever tous ces petits problèmes d'organisation. Donc, du coup, on a jumelé ça avec la journée porte ouverte. C'était un circuit qui faisait 2,4 km. Et j'ai tourné 24 heures sur ce circuit, en fait. C'était en juin 93. Le record du monde n'a pas été atteint, j'ai eu des tendinites, donc c'était un Américain qui avait le record du monde. À l'époque, en Europe, il n'y avait personne qui avait tenté 24 heures sur un vélo. Et donc, du coup, j'ai fait la première performance européenne, le record d'Europe, 670 km. Voilà, en 24 heures. Et puis, il faut remettre dans le contexte qu'aujourd'hui, la formation, si quelqu'un fait une épreuve sportive, la formation, elle arrive directement. Là, la formation de... Comment dire, là, tu pars dans le milieu flou le plus total. Voilà, il n'y avait pas Internet. Aucun retour d'expérience. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc c'est une tentative qui a été réalisée en mode no drafting, parce que ça venait du triathlon à la base.
D'accord. Donc no drafting, ça veut dire 100 personnes devant, on n'a pas le droit de s'abriter Oui, ok. dans les roues. Ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la race cross, toutes ces choses-là. C'est pas un peloton qui roule et du coup on profite de l'aspiration des roues. Il fallait huissier de justice pour homologuer le record. C'était le Guinness Book qui validait le record du monde. D'accord. Voilà, donc c'était très compliqué. Il fallait écrire au Guinness Book pour faire la tentative. Il fallait un certificat d'un huissier, un procès verbal de huissier de justice. Il y avait tout un cadre. Aujourd'hui, on n'écrit plus, il y a l'email, C'était par courrier, aujourd'hui on envoie un... Voilà. Donc, record d'Europe des 24 heures. Et puis, j'ai continué dans ce domaine-là. J'ai fait le record du monde des 48 heures sur entraîneur à Dijon. Après, je suis parti sur Dijon. 48 heures sur entraîneur. Voilà, donc dans une pièce. Je travaille dans une maison des jeunes et de la culture. On a fait ça à l'intérieur de la MJC. Et donc là, ça avait fait 1171 km. Donc pareil. Je l'avais trouvé ça? Non, je ne l'avais pas trouvé. J'ai trouvé que tu avais tenté le 48 heures. Ça, c'était en 95. Et puis, c'était pareil en fait. Il fallait des personnes assermentées, ou huissier de justice, ou commissaire de la FFC à Narbonne. Il fallait tout le temps quelqu'un là pour officialiser. Tous les records du monde et tous les records sur l'entraîneur étaient faits sur le même matériel, sur une marque type, sur le même, pour que quelqu'un qui fasse sur un autre entraîneur, en fait, il faut avoir des points de repère. Sur 24 heures, tu peux avoir des leviers sensibles qui peuvent tout changer. Voilà. Il suffit, comme on voit certains entraîneurs aujourd'hui, on colle un peu plus la roue ou pas, et bien tout de suite, ça fait des kilométrages différents. Et puis, j'ai participé au premier Tour de France non-stop en 1996, donc un an après. C'était un peu la suite, de monter en distance. Donc là, on partait du Fontanil à côté de Grenoble, et Tour de France avec assistance. Donc 5000 km, et le principe, c'est le premier arrivé à gagner. Donc sans GPS. À l'époque, le roadbook, c'était un atlas des routes de France, passé au stabilo. C'est comme celui qui partait avec la 2 chevaux dans le sud. Voilà, on avait un camping-car, mais le camping-car ne peut pas te suivre dans un col, parce qu'autrement il n'arrive pas à monter à l'allure. Donc le camping-car partait devant pour te retrouver, pour t'indiquer la route, tout ça, il n'y avait pas de GPS. Voilà. Dans les descentes, tu roules plus vite qu'un camping-car, ce que j'ai découvert aussi. Donc à un moment, il faut qu'ils te disent en haut, tu prends la première à droite, et ces choses-là. Il faut se remettre dans la... Et on devait téléphoner une fois par jour à l'organisateur, donc à la cabine téléphonique pour dire le positionnement, où on était, toutes ces choses-là. Et il y avait des commissaires de l'organisation qui tournaient, on était 5 au départ, très petite organisation. Je me rappelle la photo. C'est les images du Roc d'Azur qu'on a pu voir, les premières images. 5 au départ, et donc il y avait 2 personnes qui avaient été nommées commissaires, qui tournaient, on avait tous des camping-cars derrière. Okay. Donc l'idée c'était, le commissaire descendait, il disait demain à 12h le commissaire sera en haut du col au café. Et en fait le camping-car, le mien, quand il suivait, en fait on prenait le commissaire dans la voiture, ça se passait comme ça. Donc on n'est pas du tout à l'ère du GPS, c'était tout à fait autre chose. Et il faut dire que le camping-car qui te suit, en fait, il faut qu'il aille faire les courses et laver le linge. Ouais. Voilà, pour 15 jours. Donc, j'avais vu ça par rapport à la Race Cross America, la logistique à côté, voilà. Qui est incroyable aussi. Voilà, donc il ne peut pas te suivre tout le temps, il faut qu'il aille faire les courses sur un secteur. Et la problématique, c'est qu'il faut vider les vidanges du camping-car. Donc à un moment aussi, il faut qu'il aille dans un camping pour faire toutes ces choses-là. Donc en fait, il y a plein de choses à l'entour. C'est un travail en amont énorme. Aujourd'hui, avec une application, tu peux... Oui, il faut se remettre dans le contexte, quoi. À savoir que pour l'ultra-distance, maintenant, tu as des applications pour les poids d'eau, les pizzerias, les distributeurs bancaires où on peut dormir, c'est possible. On a tout ça. Oui. À portée de main. Mais il y a, dans les années 90, il y avait le fax à l'époque. Ouais. Alors, le Républicain Lorrain m'avait suivi. Donc, je m'étais engagé tous les jours où mon équipe a envoyé un fax au Républicain à la locale de Metz pour qu'il fasse le lendemain un point où j'étais. D'accord. Oui, parce que c'est arrivé qu'on fasse 80 km sans trouver un bureau de tabac avec qui a un fax. Bien sûr. Et puis, tu n'avais pas que ça à faire de t'arrêter. Voilà, donc le camping-car s'arrêtait à un moment et des fois il me disait on ne trouve pas.
un accès fax. Il n'y avait pas le mail. C'était tout à fait une autre façon de voir l'ultra, quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui me... J'ai pas connu cette époque, mais pourtant j'ai l'impression qu'elle manque à la discipline aujourd'hui. J'ai l'impression que ce côté débrouillardise à outrance, il manque, j'ai l'impression. Mais moi, quand je suis parti sur le Tour de France non-stop, c'était l'aventure. Parce que on n'avait pas d'application, donc pour faire les courses, le camping-car, il savait y rentrer. Est-ce qu'il y avait un petit supermarché, une petite épicerie? Il fallait avant que toi t'arrives, quoi. Ben, bien sûr. Donc voilà, il y avait tout ce côté-là qui était un peu, c'était différent. Et du coup, comme on était 5 au départ, il y avait ce qu'on retrouve encore quand même dans l'ultra, quand même dans pas mal de monde, une certaine solidarité entre tout le monde. Ça se savait, on communiquait entre nous, parce qu'on avait du coup, j'avais pris un premier téléphone cellulaire, un gros Motorola avec antenne qui sortait, qui pesait un poids monumental. Sur le vélo? Non, il était dans le camping-car, en cas de pépin, quoi. Le camping-car, au moins, l'avait. Oui. Mais on se téléphonait les 5 entre nous. Bien sûr, s'il n'y a pas de cabine téléphonique, tu ne peux pas contacter quelqu'un. Voilà, et il faut se remettre dans le contexte, un abonnement de 2 heures où tu comptais les secondes, parce qu'autrement ça dépassait. Ah, bien sûr. C'est pas les abonnements d'aujourd'hui. Le poids du téléphone, c'est un truc avec une antenne qui sortait. Et en fait, quand quelqu'un avait trouvé style j'allais dire une marque de supermarché, un petit casino ou autre chose, il nous appelait, bon, on sait que tiens, dans la petite ville là, il y a quelque chose pour s'alimenter, quoi. Ou un camping, c'était pareil. C'est le petit cadeau, quoi, finalement. Voilà. Ça y est, je vais pouvoir ravitailler, je vais pouvoir prendre le temps de manger. Voilà. Donc c'était l'aventure. Donc voilà, ça a eu lieu qu'une fois, le premier Tour de France non-stop. C'était organisé par Dominique Callard, qui avait été faire la rame. Dominique Callard, c'est un ultra triathlète. Ok. Il avait le record du monde du DK Ironman, le 10 fois l'Ironman. Juste pour situer, c'est 380. C'est sur les îles d'Hawaï, c'est ça? Non, alors lui, il était parti de Grenoble jusqu'à Barcelone, c'est pour les JO de Barcelone. Il avait fait 13 km 8 de natation, je crois. Il avait fait 1800 de vélo et 540 de course à pied, un truc dans le genre. Voilà. Et il avait fait ça, il avait été faire la rame, et l'année d'après, il a organisé le premier Tour de France non-stop. D'accord. C'est quelqu'un qui organisait les 1000 miles du Fontanil à côté de Grenoble. J'y étais 2 fois, je les ai gagnés une fois et il fait une fois deuxième, donc 1000 miles sur un circuit d'1 mile, 1000 fois le tour. Oh là là. Voilà. Mais parce que ça c'est très usant mentalement. Voilà. Bah, physiquement bien sûr, mais on tournait en rond, donc ce qui est compliqué. Et la difficulté, donc là c'était par équipe de 4, parce que la rame on peut la faire aussi par équipe de 4 en relais. Et il avait réuni pas mal d'argent à l'époque, de sponsors, toutes ces choses-là. Il y avait des primes tout au long comme un critérium. En fait, dès le premier tour, il y avait une prime. Ce qui veut dire que tu pars pas tranquille, il y a déjà ça avait accéléré dès le premier tour. Voilà. Et après, petit à petit, ça a disparu, ces épreuves. Et l'ultra est redevenu, aujourd'hui, explose totalement. Mais à l'époque, les gens qui pratiquaient l'ultracyclisme, je ne parle pas des randonneurs, l'ultracyclisme, c'était des gens qui étaient originaires soit de la compétition cycliste une fois à un certain âge, ou des ultra-triathlètes. Il y avait à l'époque beaucoup d'ultra-triathlons. Et il y avait en France une certaine... il y avait Claude Laussine sur Dijon, je l'ai rencontré après, qui lui était recordman du monde du 3 x 8 heures en triathlon. Donc 8 heures de natation, 8 heures de course et 8 heures de vélo. Donc il y avait en France, je dirais, une quinzaine de personnes qui étaient adeptes. Et on se côtoyait tous, on s'entraînait ensemble. On allait au Fontanil à côté de Grenoble en stage ensemble, on se côtoyait. Okay. On était suivis plus ou moins par les mêmes personnes du laboratoire de recherche sur la performance sportive à Dijon. Donc on avait les mêmes équipes médicales, entre guillemets, on se côtoyait, on se prêtait du matériel quand ça n'allait pas. Moi je suis tombé une année au 1000 miles du Fontanil et on m'a prêté un vélo d'une autre personne pour terminer en fait. Il y avait une solidarité et on était très peu à pratiquer, donc du coup il y avait vraiment une solidarité. Et on se côtoie encore pour la plupart. C'est génial ça. Voilà. Ouais. Au niveau scientifique, les recherches vont bon train, il y a encore du travail.
Oui, alors dans les années là, en fait, on était tous suivis par l'UFR STAPS de Dijon, l'Université des Sports en fait. Et à Dijon, il y avait le laboratoire de recherche sur la performance sportive. Et il y a eu des thèses qui ont été faites, notamment sur les cycles de sommeil, les cycles circadiens. Eh ben, je crois que franchement, sur les la dernière année de recherche, ils ont repris à cet endroit-là, le sommeil. Voilà. Et donc j'étais suivi, Dominique Callard également, toute l'équipe là, on était suivi par des neurophysiologues de l'UFR STAPS. Et il y a une thèse d'écrit qui a été présentée en 98 sur les cycles circadiens. En fait, j'ai dormi une nuit au CHU à Dijon, à l'hôpital d'enfants, pour délimiter mes rythmes de sommeil. D'accord. Quand j'ai fait 48 heures au Tour de France non-stop, on savait à quel moment il fallait que je fasse des sommeils flash, comme les marins qui partent faire le Vendée Globe. Je pensais, on savait à certains secteurs. Et donc ils faisaient déjà des recherches à l'époque, c'est pas né d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui sur Internet, on a l'impression que c'est en train. Il y a déjà des gens qui ont travaillé voilà. il y a 30 ans là-dessus. On se sert de l'effervescence pour relancer la machine, mais ça existait déjà. Oui. Notamment sur cette thèse, c'est une thèse qui existe sur les cycles circadiens, mais on parlait d'ultra-distance, on ne parlait pas d'ultra-cyclisme. Donc dedans, il y a l'ultra-triathlon, il y a l'ultra... à l'époque, il y avait des ultra-marathons, on ne parlait pas d'ultra-trail. Donc il y avait... en fait, ils s'approchaient de toutes ces personnes qui étaient sur de l'ultra pour faire des recherches. Ok. Ouais, donc du coup, il y a eu un... Bon, j'ai pas fait de recherche, mais il y a eu un grand flottement sur l'ultra-distance, de manière générale. Moi, j'ai connu l'ultra-distance par le trail, où certaines courses sont cadrées, d'autres ne sont pas cadrées. Pour être plus clair, certaines courses sont accessibles à tout le monde et d'autres ne le sont pas. Et moi, je suis partisan pour une ultra-distance, une discipline ultra-distance plutôt encadrée, calibrée, avec des prérequis. Moi, j'appelle ça des prérequis, que ce soit en préparation ou en épreuve. Je pense qu'il est bon d'avoir fait des prérequis avant, chose qui n'est pas demandée et recommandée éventuellement. Partout, entre guillemets. Voilà. Aujourd'hui, si je vois le problème, on en parlait par rapport au marathon. Je t'expliquais qu'un marathon, tu vas au marathon de Paris, il y a 55 000 inscrits, il y en a 7 000 qui finissent pas. Alors, il y a certainement des blessés, mais il y en a 7 000 qui finissent pas. Il faut se poser la question, pourquoi ils finissent pas? Parce qu'en fait, c'est accessible à monsieur tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, Si, il faut le certificat médical. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui n'a pas de problème de santé peut s'inscrire à n'importe quelle épreuve. Marathon, je parle. Il n'y a pas de prérequis. Je trouve que ça pose problème. Alors, il y a l'ultra, on parle d'ultracyclisme, mais il y a la grande randonnée, qui est la version randonneur, ce qu'on a appelé les randonneurs. Les BRM. Les BRM, les brevets des randonneurs mondiaux, les ODAX en fait, qui organisent le Paris-Brest-Paris. Et depuis l'origine, il y a des brevets qualificatifs. Entre guillemets, ça permet de savoir si la personne a la condition pour aller sur le 1200 km, le Paris-Brest, le 1200 km. Donc il faut valider le 200, voilà. Le 300, le 400, le 600. Je crois que le 1000 est facultatif pour se présenter. Oui, mais ce qui permet quand même, entre guillemets... D'ailleurs, il faut tous. Tu peux pas dire je fais que le 600. Hein. Non, il faut faire dans un délai imparti. Voilà. C'est pas il y a 20 ans avant. Tout à fait. Voilà, donc il y a des épreuves comme là qui existent. Je sais que sur la Race Cross France, il faut envoyer entre guillemets un certificat quand même d'avoir réalisé. Je parle du grand. Oui, pour le grand, pour le 2500. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des épreuves, tout le monde va sur des épreuves de 400, 500 km, beaucoup sans grande préparation, et c'est un peu à la débrouille. C'est un peu la débrouille. Et puis y compris sur le côté préparation, le côté matériel, il y a plein de choses à en compte. Bonsoir. Oui, donc on était sur le fait que l'ultra aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Moi, je suis plutôt content, parce que j'ai le choix dans les épreuves. Même si je pense qu'il ne faut pas trop en faire de l'année. Et on disait en off qu'il y a deux univers dans l'ultra aujourd'hui. Avant, c'était plus compétiteur, c'est de là où tu viens de là. Et aujourd'hui, il y a le côté compétiteur, la gagne dans l'ultra. Et dans la même épreuve, on peut trouver, et je pense que c'est le plus gros du noyau, le côté aventure, qui me concerne un peu plus. L'ultra a explosé un peu comme comme le trail, il y a 15 ans en arrière. On retrouve à peu près aujourd'hui l'explosion de l'ultracyclisme.
On peut la comparer à l'explosion du trail il y a 15 ans. Tout à fait. Si on compare un peu. Si on regarde l'UTMB, ce que c'était il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec quelques personnes qui visent le résultat sur ces grandes épreuves et une majorité de personnes qui arrivent progressivement sur ces épreuves, qui pour eux, c'est une découverte. Et ils viennent à la rigueur, ils ont commencé le vélo, ils ne viennent pas du cyclisme de compétition comme nous on était originaires pour la plupart. En plus, ils arrivent dans le vélo. J'en vois beaucoup qui viennent en binôme ou en quatuor, on dit. Et c'est ça, on ne sait pas où on va, mais on veut faire l'aventure, on veut la partager. Voilà. C'est vraiment pas un esprit compétitif. Ils recherchent l'aventure, c'est-à-dire qu'ils viennent vivre un moment sur une épreuve. Voilà. Et donc ils s'organisent, s'il faut. Ils se réservent une chambre d'hôtel, un Airbnb, quelque chose. Ils dorment, parce que nous, on était plutôt à l'arrache à l'époque et on s'arrêtait un minimum de temps. Voilà. Le but de ces personnes, c'est d'être simple. J'allais dire, finisher d'arriver dans les délais. C'est déjà une belle consécration. Voilà. Et du coup, il y a des échecs, parce qu'il y a des personnes quand on débarque dans le vélo, c'est comme quelqu'un qui va sur un marathon en ayant commencé 6 mois avant. Tout à fait. Il y a d'autres épreuves à réaliser avant et à valider les distances que de se lancer sur un marathon, si on compare. Quelqu'un qui commence au mois de janvier à courir, il ne peut pas aller au mois d'avril. Ils sont très rares, ces personnes-là, il y en a peut-être. Mais ça se compte, il n'y en a pas énormément qui vont tout de suite aller au marathon de Paris au mois d'avril. En vélo, c'est la même chose. Avant d'aller sur un 300 km, il y a des distances à valider. Son premier 100 km, c'est déjà quelque chose, un néophyte. Son premier 200, c'est une journée de vélo, 200 bornes. C'est ça. Et 300, il y a autre chose. En général, il y a un départ dans la nuit ou une arrivée dans la nuit sur 300. Il y a le côté matériel. Et valider le matériel. On parlait tout à l'heure. Apprendre à réparer son vélo. L'autonomie, savoir réparer. Utiliser un GPS. Tout à fait. C'est tout bête. Le matériel, il faut le valider. Entre partir sur 100 km à la rigueur avec 3 barres de céréales, une carte bleue sur 100 km, ça passe. Ouais. Partir sur des longues distances, ça impose des sacoches, donc il faut essayer le matériel. Qu'elle soit correctement, que ça ne bouge pas de tous les côtés. Tout ça, ça se valide avant. Ça se teste. Donc quelqu'un qui se dit au mois de janvier, tiens, je vais m'inscrire sur une épreuve au mois de juin et je me lance sur le vélo, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et moi, je m'aperçois énormément que beaucoup de gens se disent on va réaliser ce défi-là, et puis il y a l'échec derrière, et c'est jamais bon un échec. Ouais. On voit ceux qui se lancent, mais on n'a pas forcément le. Si, il y en a quand même quelques-uns, mais on voit pas assez souvent le retour d'expérience de j'aurais pas dû faire comme ça, ou j'aurais dû corriger ça, qui serait vraiment une richesse pour l'apprentissage du néophyte. Et aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on voit plein de conseils de personnes qui conseillent du matériel. Alors, les avis sont différents. Si on parle de la selle, ce qui me correspond ne te correspondra pas forcément. Ce qui convient à toi ne me convient pas. Voilà. Si on parle simplement de la selle, quoi. Juste la selle. Voilà, je ne parle pas d'autre chose. C'est tout un univers déjà. Voilà, donc la selle, ton conseil, si tu le mets sur un commentaire, c'est la meilleure selle du monde, peut-être pour toi. Tout à fait. Mais pour moi, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Tout à fait. Donc du coup, tout ça, ça met du temps, et il ne faut pas écouter plein de monde, il faut plutôt écouter des gens qui sont compétents dans le domaine, soit de la préparation physique, de l'entraînement, ça s'apprend. Il ne s'agit pas d'aligner les kilomètres comme moi je dis souvent comme un bourrin. Voilà. Et le matériel, c'est pareil, il faut essayer. Les sacoches, entre faire 50 km avec des sacoches derrière, ça ne bouge pas trop. On parlait tout à l'heure, faire un 600 km avec des sacoches quand il pleut, conditions. Là, les sacoches vont bouger. Donc il existe des choses. Mais tout ça, ça s'apprend en le validant. Sans compter le mouvement de pédalage, où si tu as un décalage par rapport à ta cale de 2 mm, c'est rien. Mais sur 500 km, à la fin, mais c'est la mort. La position. Aujourd'hui, tout le monde va vers des positions, mais la personne qui te positionne sur les vélos, il faut peut-être lui dire que tu vas faire 1000 km. On n'a pas la même. Si on fait de l'ultra, en version randonneur pour finir, on n'a pas la même position qu'un cycliste du Tour de France qui lui recherche la performance. Tout à fait. Donc la position ne va pas être la même parce qu'il faut que tu te soulages le haut des épaules, toutes ces choses-là. Le vélo, vraiment, moi j'appelle ça la moyenne des 5. En fait, pour monter d'un palier dans une discipline, dans une épreuve, dans une compétence, j'essaie de trouver les personnes qui m'inspirent et de les écouter, en tout cas passer par un professionnel, bien sûr s'il le faut, mais d'aller vers les gens qui ont fait, qui savent.
et qui ne vont pas te dire effectivement il faut absolument que tu fasses comme ça. Il faut aller essayer ça. Enfin, l'encadrement. Hein. Et écouter son corps. On vient sur Donc oui, il faut apprendre à se connaître et je trouve que les disciplines, moi ça m'attire, ça d'aller à plusieurs justement, pour apprendre de l'autre. C'est-à-dire mettre peut-être du côté le côté performance personnelle de côté pour aller chercher quelque chose d'autre que. Alors soit on a une expérience, si tu as déjà fait 2 fois le Paris-Brest-Paris et que tu emmènes un néophyte sur une longue distance, tu peux dire, entre guillemets, je le fais pour lui faire découvrir, et donc tu mets un peu ta performance entre parenthèses pour l'emmener au bout. Ouais. Mais si c'est la première expérience et que tout le monde va aller au bout, il y a un moment où vous n'allez pas dormir au même moment. C'est logique, tu vas avoir envie de dormir, tu as faim à un moment, et moi à ce moment-là, je suis peut-être pleine bourre, je suis en pleine forme sur le vélo, et j'ai plus d'envie, c'est de rouler. Par contre, peut-être que le lendemain à 2h de l'après-midi, j'ai envie de me poser, et que toi, tu auras envie de rouler. Parce que tu seras en forme à ce moment-là. Donc c'est impossible d'être sur la... Je parle si on veut réussir sa meilleure performance personnelle. C'est très dur de trouver quelqu'un ou alors il faut avoir les mêmes rythmes de sommeil, toutes ces choses-là, et le corps réagit différemment sur... On peut le faire en balade. Voilà. Et là, ça passe mais voilà, tu es avec quelqu'un et tu l'emmènes au bout. Mais autrement, c'est quasiment impossible. Et puis la problématique, c'est le moral. C'est-à-dire qu'à un moment, tu n'as plus envie de parler avec le copain d'à côté. Il y a des engueulades. J'ai connu des relais à 4, je disais les minima du Fontanil, quand tu es 4. On s'est engueulé. Mais ce n'est pas des engueulades poussées, après c'est oublié. Mais tu n'as pas dormi depuis une journée et demie, 2 jours. Il y a plein de petites choses qui font que à un moment on est un peu à cran, on répond à l'autre. Ouais, tout à fait. Et ça c'est un peu logique. Donc voilà, là tu parles en connaissance de cause. Moi j'ai calculé, j'ai peut-être dû faire 4, 5. On disait qu'à l'ultra, je me rappelle, disait en gros c'est 24 heures. Donc j'ai dit ok, j'ai regardé. Pour moi c'est au-delà de 24 heures. Voilà, j'ai dû en faire 4 et encore, j'ai rien appris, mais à chaque fois c'était une expérience nouvelle. Pour moi, quand on passe une nuit sur le vélo, on arrive dans des épreuves d'ultra ou longues. Et pour moi c'est un apprentissage une nuit sur le vélo. Ouais. Parce qu'on se découvre. Et pour moi, une épreuve, faire 200 km par jour, on est sûr de... Je critique pas du tout, mais quand on passe pas une nuit sur le vélo, passer une nuit sur le vélo, pour même un néophyte, sa première nuit, il y a une appréhension, rouler la nuit, c'est autre chose. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de personnes ont l'angoisse de rouler la nuit, ou ils ont l'angoisse quand le soleil se couche. Alors moi, c'est tout l'inverse, c'est quelque chose qui m'attire. Bon, une nuit d'hiver, non, mais une nuit d'été, c'est quelque chose qui m'attire. Personnellement, moi j'adorais rouler la nuit, et c'est souvent là que je roulais fort. Ok. Ça m'est arrivé d'arriver, j'ai un souvenir à Turqueux d'une personne avec moi qui était compétiteur à bon niveau, et arrivé dans la nuit, il m'a dit écoute, on passe la nuit ensemble. On a commencé à discuter à 11h du soir. J'ai dit écoute, on verra bien. La nuit, il peut se passer plein de choses, il peut s'arrêter 10 minutes. Donc à un moment, il y a plein de choses, on n'envisage pas à 8h devant, quoi. Mais j'ai bien senti par sa question que pour lui, c'était important. Il était 11h, 11h30, la nuit venait de tomber, il faut passer toute la nuit. C'est autre chose, passer une nuit sur le vélo. Quand on n'est pas habitué. Moi, ça faisait déjà pas mal d'épreuves que je roulais, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et pour moi, le lever du jour, ça a toujours été quelque chose de particulier, de me retrouver tout seul. Parce qu'on l'attend toute la nuit, le lever du jour, on a roulé toute la nuit. Oui. Et vers 4h30 du matin, d'attendre le jour qui se lève, c'est un moment quasiment sacré, quoi. C'est ça, on revit. C'est jamais la même chose, mais c'est vrai que ouais, j'avoue quand même que de 3h à 4h30, c'est compliqué, c'est long. Et là, moi, j'ai tendance à ralentir. Alors, les gens qui nous suivaient à l'époque, qui faisaient des recherches, on a même travaillé sur la température corporelle du corps. Ta température évolue pendant le corps, pendant la nuit. Ouais. Normalement, quand on dort, notre température corporelle descend, ce qui fait que tu as froid. Et en plus, ces températures extérieures ont tendance, même en été, ça peut arriver qu'on est quasiment à la limite de la gelée blanche après le 15 août, dans nos régions. Ça peut arriver. Et du coup, la nuit, ta température corporelle baisse. Donc il faut l'envisager, mettre les jambières, mettre les manchettes, pas prendre froid. Tout ça, ça s'apprend. Bah, j'ai fini avec... parce que j'ai perdu sur ma sacoche, j'ai perdu ma veste. J'ai fini avec la couverture survie jusqu'à la prochaine boulangerie, en me réchauffant les mains. Voilà,
J'ai appris qu'il fallait vraiment ne pas mettre ma veste n'importe où. Je l'ai mis sur les élastiques derrière la sacoche. Elle est partie, quoi. Voilà, parce que là, comme on disait, la sacoche qui. Ouais, compliqué. Et donc ta température corporelle descend, ce qui fait que tu as envie de dormir. Et le moment où elle est le plus bas, c'est entre 3h30 et 4h du matin et 5-6h. D'accord. Ça, c'est des gens qui nous suivaient, on avalait des capsules en fait, pour délimiter avec des sondes. En fait, on avalait une sonde pour savoir la température corporelle. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas d'autre solution. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'apéro là, c'est quoi? Non. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour. Bonsoir. Je questionnais souvent les médecins qui nous Ah, suivaient. voilà. Et en fait, c'est l'heure en fait, où T'as la température la plus basse. Oui. les commandos à l'armée attaquent par Je exemple. vais essayer de discuter avec Parce que tout le monde a une baisse d'intensité. Et c'est pour ça que quand on regarde les informations, quand il y a une attaque, C'est très tôt le c'est matin. très tôt. Ils jouent là-dessus. Quoi. D'accord. Ils utilisent en fait des recherches. Ces gens-là, Est-ce que tu sais déjà monter, il faisait un il y a un gros groupe de recherche derrière. Et Et puis il faut que je le on était suivis à l'époque, il y avait l'école des sports de Fontainebleau qui nous Je vais essayer de suivait toute l'armée parce qu'ils étaient intéressés par nos performances. Parce que pour eux, j'avais Donc discuté je peux avec le faire capitaine de l'école des Barcelone, sports Lisbonne. qui était médecin, qui m'a expliqué, nous, ce que vous faites sur le vélo, ça nous intéresse parce que quand on envoie Et des le faire de gens la montagne, hein, en mission, c'est exactement c'est la même chose, ils ne dorment pas. Ok, donc On en on était l'encadrement, la recherche scientifique, de ne pas partir à l'aventure. Si, partir à l'aventure. Aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'on peut partir à l'aventure comme ça avec tous les outils technologiques qu'on a. Mais ce qui va casser à un moment donné, c'est l'esprit ou le corps. Alors après, tout dépend de la pratique qu'on a. Si on a une pratique plus voyage à vélo, Oui. là c'est encore différent. Si on a une pratique plus performance, il y a, voilà, c'est deux mondes un peu plus. Il y a des gens qui sont plus sur le voyage à vélo, proprement dit, que sur le côté performance. Même la position n'est pas la même du coup. Oui, tout à fait. Il y a cette histoire de prolongateur. Hein. Oui. Je sais. Alors Je les sais prolongateurs, que- ils servent, c'est pas pour avoir une position comme Poser. sur le contre-la-montre, on va tirer dessus. C'est pour pouvoir reposer les cervicales, hein, essentiellement, proposer en fait quelques positions supplémentaires et pouvoir se reposer entre guillemets. Mais attention, les cervicales, au bout d'un moment, Moi, ça m'a créé un problème à l'épaule. voilà. Donc On l'a étudié après il faut coup, peut-être les relever. Les routes, il y a des pays comme en Belgique où les routes sont pas forcément très bonnes. Donc les mettre à cervicales. l'épreuve. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis il existe des choses sur le corps, de l'élastoplasme, des choses. Nous à l'époque, on tirait déjà ce qu'on trouve aujourd'hui, les grands, j'allais dire, ce qu'on trouve en bleu, ce que tu trouves. Ah, les straps. Les straps. Aujourd'hui on met des straps, mais déjà à l'époque on est collé. On savait très bien que la nuque, au bout d'un moment. Ici, tu es beaucoup plus faible au bout de 48, 60 heures sur un vélo. Malgré la légèreté du casque, tu rajoutes la petite frontale qui fait quand même son poids. À l'époque où j'ai pratiqué, la frontale, c'était une ampoule carrée, les lampes de spéléo qu'on trouvait à l'époque. Presque 6. Et puis les piles 4 volts 5, là, les piles carrées. D'accord. À l'arrière, donc ton casque était déjà, il ne faisait pas le poids d'aujourd'hui. Les casques sont plus légers, et autant dire qu'avec ça sur la tête, ça faisait du poids. Donc d'où on se protégeait en mettant de l'élastoplasme, c'était toutes des choses particulières, le matériel a changé. Quoi. Le matériel a Également. changé. Le matériel est dédié à la pratique. Aujourd'hui, les petites petsoles qu'on va trouver, je dis petsoles, une marque, elles sont très légères, des modèles sur le marché très très légères. Très Et léger. à l'époque, on avait des piles, ça ne se rechargeait pas. Oui. Aujourd'hui, tu peux. Oui. On parle de l'humain, l'intensité des lampes n'était pas la même. C'est marrant quand tu vas sur une épreuve, tu vois les hubs. C'est prévu, hein, donc tu as toutes les multiprises et c'est vrai qu'on arrive et bam, on met tous nos. À l'époque, il n'y avait pas de chargeur USB, c'était des piles. C'était les piles. Donc tu allais à la supérette acheter des piles. Quand je préparais les mines du Fontanil, j'ai acheté 10-15 piles. Avant, Incroyable. quand il n'y avait plus, soit tu les avais sur le maillot, ou alors tu t'arrêtais, on faisait des piles. C'était des piles. Souvent, une pile, s'il faisait froid, les deux petites piles ne tenaient pas toute la nuit. Oh. S'il fait nuit, tu fais l'image du Fontanil, c'était vers le 1er novembre, il fait nuit à 5h, 5-6h de l'après-midi, il refait jour à 8h du matin.
Donc c'est très rare que tes piles à l'époque tenaient le coup toute la nuit. Donc l'approche de l'activité a totalement changé. On va changer les piles la nuit, ça aussi. Donc il fallait anticiper, en avoir d'avance. Un détail aussi, je reviens sur la nuit, c'est la position de ce que tu mets dans la sacoche. Oui, en fonction du poids, toutes ces choses-là, où tu commences à faire. Moi, la nuit, pour me rhabiller, j'ai dû prendre ma veste. La première fois que je suis parti, ma veste, elle était au fond. Donc dans la nuit, j'ai dû tout sortir. Tout est tombé par terre. Ouais. Tu vois plus rien. Est-ce que tu vois tout? Enfin voilà, c'est encore... Donc, ce qu'on peut dire sur l'ultra-cyclisme aujourd'hui, c'est que il faut s'exercer, il faut s'entraîner, il ne faut pas y aller à la légère. Il faut tester tout ce qu'on a, parce que tout ce qu'on a ne marchera forcément pas. Et puis se rapprocher de gens compétents pour le matériel, quelqu'un qui va bien vous conseiller, qui connaît la discipline, ouais. Pour la position, pour... Moi, je sais que Pascal, je l'ai bien embêté au début. Hein. Voilà, Pascal, il a des jeux, des bâtons de garde derrière, il a pas mal de sacoches, et puis c'est un pratiquant. Voilà. Un pratiquant. Entre quelqu'un qui a fait de la compétition cycliste sur 130, 140 km et un ultra cycliste, c'est pas le même pratiquant. Bien sûr. Et puis se rapprocher d'un entraîneur ou quelque chose qui connaît la pratique, parce que pareil, quelqu'un qui pratique un entraîneur de junior, espoir sur la route, c'est pas forcément quelqu'un qui est compétent dans l'ultra cyclisme. Et après, on peut être un bon pratiquant et pas un bon entraîneur ou un bon coach. Voilà. Il faut être diplômé, en France c'est un métier réglementé. Il y a plusieurs aspects aujourd'hui dans l'encadrement. Il y a l'encadrement sportif, il y a l'encadrement mental, il y a l'encadrement nutritionnel. C'est vrai qu'il y en a qui font tout, mais je me rends compte que dans le monde de l'ultra-trail, j'en connais qui en ont un pour chaque. Et c'est assez Alors, méthodique. Dans nos formations, moi j'ai un brevet d'état des activités de cyclisme, on explique bien que si on est entraîneur de cyclisme, on n'est pas en même temps, ou alors on est un gourou, quoi. On ne peut pas être préparateur mental en même temps, nutritionniste, ou alors on fait toutes les choses à moitié. Tu ne peux pas être bon dans tout. Voilà, c'est un métier. C'est un vrai métier. La personne qui est nutritionniste, elle a un diplôme, et nutritionniste sportif, parce que quand on part faire 600 km à vélo, il faut quand même manger. On a une dépense énergétique. Il ne s'agit pas de manger de la poudre, simplement. Donc, toutes ces choses-là, la préparation mentale, c'est un métier. Il y a des diplômes. Et c'est pas le gourou. Il y a des gens comme ça qui s'improvisent coach, ils sont entraîneurs, nutritionnistes, préparateurs mentaux, mécaniciens, je vais dire. Tu peux le vélo aussi. Ils font tout. À mon avis, ils ne peuvent pas être bons partout. Non, tout à fait. Donc, ou alors ils ont 15 000 vies pour pouvoir se former dans tous les domaines. Ouais. Il faut savoir s'encadrer, se rapprocher des gens qui connaissent, qui ont pratiqué. Et l'univers, il est très intéressant. En tout cas, nous, on incite les gens à y aller, c'est sûr. Lui, ne pas y aller la fleur au fusil. Ce que j'ai peur, entre guillemets, c'est qu'à terme, tous ces gens qui vont vers l'ultra et qui sont mis devant des situations d'échec, c'est des pratiquants vélo qu'on va perdre. Parce qu'ils vont se prendre des claques 3-4 fois sans le plaisir d'arriver au bout, ou se faire mal, tout simplement, se faire mal, se blesser ou autre chose. Ouais. Et ils vont se dire, j'arrête le vélo, et ça c'est dommage. Le vélo, elle va en poupe, il faut qu'on arrive à conserver ces gens. De le faire à outrance, et de t'en dégoûter, parce que... Et on les amène petit à petit, il faut emmener les gens petit à petit sur l'ultra, sur le long. Pour moi, ça ne s'improvise pas d'aller faire un 300 km, un 400 km pour sa première année de pratique. Il faut y aller petit à petit. Justement, c'est paradoxal parce que je pense que c'est accessible à tout le monde, pour peu que la personne, qu'on l'apprenne à l'instant T où elle est et qu'on l'emmène vers ça. La patience, c'est la clé de la réussite sur le long. La patience, c'est la clé. Il faut être patient, pour progresser ton corps. Là, il faut découvrir la nutrition, qu'est-ce que tu manges sur le vélo. On en parle. Tout ça, c'est des épreuves de patience. Ça ne prend pas. Si tu me dis, tiens, moi, la barre là, elle me goûte bien, la barre énergétique. Moi, c'est ce que peut-être pour toi, on en parle tout à l'heure. Voilà. Toi, ça te convient. Et il y en a d'autres, j'en vois sur des épreuves ultra, ils s'arrêtent, ils mangent une pizza et ça convient aussi bien. Et il y en a d'autres, ça n'ira pas du tout. Tout à fait. Il y en a qui s'arrêtent manger des frites, je vais citer personne en Belgique, avec alors Lupi à côté de l'abbaye d'Orval. Non, toi pour la petite histoire, c'est pas passé du tout le repas. Voilà.
Frites et Orval, je pense qu'il y a mieux. Ah mais- non, j'ai pas pris de bière. J'ai pas pris de bière. Non, non. Mais par contre, le repas du soir, pas de bolognaise, ça a très bien matché. Voilà. Très, très En bien fait, matché. chacun est différent. À un moment, il faut mettre de l'énergie dans le corps. On comprend bien, tu n'as pas le choix, il faut Oui, mettre de oui, l'énergie. il faut trouver. Mais tu vas manger une baguette de frites pour toi, ça va peut-être aller parce que tu as mis de l'énergie. Et puis la personne à côté, on en revient tout à l'heure, comme quand on a des problématiques de sommeil, ben, au niveau de l'estomac, ça ne passera pas du tout. Aujourd'hui, on a des problèmes d'allergie chez certaines personnes, il y a plein de choses. Tout ça, il faut être patient pour l'assimiler, quoi. Bon, sur le vélo, manger, la plage est plus grande qu'en course à pied. Et ça, c'est ça qui m'a plu Et aussi. c'est un sport qui est porté, c'est-à-dire qu'en course à pied, quand on mange, moi j'ai couru un tout petit peu quand même, et manger une barre de céréales en courant, c'est quasiment impossible pour moi. Je sais qu'il y en a qui sont capables, pour moi c'était quasiment impossible. Il faut marcher, ça bouge dans tous les côtés, voilà. Alors, le dernier. Alors qu'en vélo, on est assis, Ah ben, j'ai un sandwich. tu peux manger sur le Un vélo. sandwich. Tu peux manger Voilà. un sandwich sur le vélo. Voilà. Le tout, c'est juste se tenir en équilibre sur le vélo à ce moment-là, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok, Michel, ben, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. Enfin, de la question. J'espère qu'on aura quand même donné envie aux gens d'aller vers l'ultra. Mais aussi de le faire de la manière. Parce que l'idée principale, c'est que ce soit fait de la manière la plus judicieuse possible, la plus adaptée à la personne. C'est ça. En prenant du plaisir, et puis que ça ne soit pas une contrainte. Ouais. Et puis derrière, de continuer, si c'est pour se lancer un défi réalisable. Un objectif, il doit être réalisable. Ouais. C'est Moi, la je base dis, de toute préparation dans il faut tout. que ça fasse. Il faut que tu aies l'envie sensiblement supérieure à la peur que ça procure. Si tu es là-dedans, c'est que c'est réalisable pour toi. Si je me dis que je vais faire 5000 km demain, c'est pas possible. Par contre, si je me dis demain je vais faire un 700, 800 ou un 1000, à mon point de vue, c'est réalisable. Ça me fait un petit peu peur, mais j'ai tellement envie de le faire, voilà, c'est faisable. Et là, tu amènes ton projet à quelqu'un qui t'encadre et Voilà, il tu te faut. dis, dans tant de temps, on pourra. Quand j'encadre, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour les préparer, souvent je dis dis-moi ce que tu as fait avant. Oui. Les prérequis. L'année dernière, tu as fait combien de kilomètres? Tu as fait combien de temps de l'année que tu roules? Tu viens de la compète, tu viens. Voilà, qu'est-ce que tu as fait avant? Raconte-moi ta vie, entre guillemets, avant. Tout à fait. Et puis donne-moi ton objectif. Donc il y a un moment, soit je vais dire, écoute, ton objectif il n'est pas réalisable. Il faut dire les choses aux gens, c'est pas la peine de les emmener sur une galère. C'est quelque part quand on prépare un grand truc, c'est familialement, c'est compliqué. Il va falloir aller rouler le week-end. C'est un peu la famille qui est mise On entre va pas parler de parenthèses. cet aspect-là, c'est vrai que. Ça va prendre. Donc à un moment, si c'est pour mettre tout le monde dans la galère et puis qu'au bout ça soit négatif, c'est pas la peine. Effectivement. Je prends même la conscience que quelqu'un qui est tout seul, qui rentre du boulot, on peut lui dire d'aller rouler le soir, mais quand tu as deux gamins en jeune âge, il y a des choses à prendre en compte. Donc en général, la question d'un bon coach ou d'un bon entraîneur, c'est de dire ce que tu as fait et quitter, quoi. Explique-moi Faut voir partir comment d'une tu page vis. blanche. Il n'y a pas de. Il y a des grandes lignes, mais les grandes lignes, voilà, il faut partir d'une page Et blanche. puis après, on adapte. Voilà, la personne qui travaille ici au Luxembourg, qui fait 1h30 de voiture le matin pour le boulot, 1h30 le soir, il ne peut pas faire le même entraînement que quelqu'un qui travaille à mi-temps, assis dans un bureau, et qui est tout seul. Tout à fait. Alors il y a plein de gens qui prennent des plans d'entraînement dans les magazines ou sur Internet, mais c'est individualisé. La première question normalement qu'on doit poser, c'est ce que je dis, dis-moi d'où tu viens et quitter. On prend 1 heure, on s'explique, et puis après donne-moi ton objectif. Et puis après des fois, alors il n'y a aucun souci pour que l'objectif, il est même des fois un peu bas, et puis des fois il y a des objectifs irréalisables. On ne peut pas raconter des bêtises aux gens. Non, il ne faut pas. Et j'ai l'impression qu'en ce moment dans l'ultra, c'est un peu peut-être la conclusion qu'on a eue en discutant, on vend du rêve à beaucoup de gens en fait, allez faire, mais il y a l'échec quoi. Alors, il y a quand même, il y a une tendance où on explique attention machin, mais ça ne t'empêche pas d'y aller par la fleur au fusil, mais effectivement, on vend du rêve et derrière il y a un vrai travail de fond à faire, d'organisation, de logistique, de matériel, d'entraînement, effectivement, tout ça c'est vraiment à prendre en compte, il ne faut pas le prendre à la légère. L'ultra c'est une discipline entre guillemets, pour moi on est sur les plats, comme l'ultra trail il y a quelques années, c'est une discipline nouvelle, entre guillemets quand on regarde. Donc on voit bien, c'est une discipline, il y a un peu, c'est un peu dans toutes les fédés, on ne sait pas si c'est une complète, on ne sait pas si c'est une rando, même réglementairement.
C'est une discipline nouvelle, comme le trail a été à une époque, quoi. Tu as répondu à des questions. Je voulais pour conclure te proposer de donner, si tu devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur de la longue distance à vélo. On en a donné plein, mais si on devait en retenir un en premier pour attaquer le gâteau, le morceau, lequel tu donnerais? C'est de commencer par une épreuve de 300 à 400 km déjà. Pour, je disais, passer cette première nuit. En gros, voilà, rouler passer sa première nuit sur le vélo. Faire déjà une épreuve pour valider une nuit sur le vélo. Alors ça peut se faire à l'entraînement. Apprendre à rouler, ça peut être stressant, on en revient tout à l'heure. À la place de dire je pars faire une épreuve où il y a 4 nuits à passer, on passe déjà sur une épreuve et voilà, valider déjà une distance de 400 km. Venez à l'Ultra Tour du Luxembourg belge où il y a 400 km. En plus c'est plat. Rue de la Platinerie. Oh là là là, rue de la Platinerie. Voilà. Et du coup, ça, ce type d'épreuve permet de valider, on emmène, j'allais dire, des néophytes. C'est des distances qui sont encore abordables. Et puis de passer petit à petit, quand on a fait 400 km, aller sur un 600, aller sur un 1000, mais pas aller tout de suite s'inscrire sur un 1000 km. Non. Il y a des distances à valider. Donc voilà, ne partez pas la fleur au fusil sur une grande. Validez déjà une épreuve avec une nuit. Et petit à petit, il y a des gens que je connais qui font des grandes épreuves, qui dorment la nuit, qui m'ont dit moi je suis pas prêt à rouler la nuit sur le vélo. Donc bien. ils font 200 bornes par jour, 200. Ils partent très tôt le matin et très tard, ils arrivent avant la tombée de la nuit. Mais ils dorment dans un lit, dans un hôtel, et ils appréhendent de rouler la nuit. Et ils arrivent au bout dans le temps finisher. Mais en discutant avec eux, non, je ne roule pas la nuit, non, parce qu'il y a les femmes qui sont sur les vélos, il y a plein de choses, hein, les risques de la route, il y a plein de choses quand même la nuit. Moi j'aime bien dormir 3 heures, si je peux, pour pas passer de nuit. Mais voilà, si j'ai le luxe de choisir, c'est 3 heures de sommeil la nuit. Voilà. À 4 heures du matin. Et aujourd'hui, sur le sommeil, pour conclure, il y a des règlements qui commencent à apparaître où il y a des heures de stop obligatoires qui arrivent quand on roule plusieurs nuits. Je trouve ça bien. Parce qu'il y a des risques d'accident, bien sûr, en sommeil. Et voilà. Donc on voit que la discipline est en train de se structurer petit à petit pour éviter les risques. Si on regarde Paris-Colmar à pied, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc tu pars de Paris, tu arrives à Colmar en marchant. C'est de la marche athlétique. Quand ils arrivent à Gérardmer, donc il reste 150 km, il y a un stop avec des médecins. Et c'est le médecin qui définit si tu dois dormir, récupérer ou ils te mettent hors épreuve. D'accord. Il n'y a pas à dire oui, je veux repartir, c'est le médecin. Aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait proposer, enfin qui pourrait se faire, mais sur du long, qui n'existe pas. Pas sur une nuit simplement, mais quand il y a. Et là, c'est un avis du médecin, de dire tu repars ou tu repars pas, si tu dois dormir. Il n'y a rien à dire, c'est le médecin, le médecin de l'épreuve qui définit si tu repars ou pas. D'accord. Donc peut-être qu'un jour on arrivera sur ce type d'épreuve parce qu'on va arriver devant des problèmes, des accidents quoi, à terme, si on ne clarifie pas. Des gros volumes. Bon, on voit bien que l'essor est là, la demande est là, donc moi j'ai envie de te dire que j'ai qu'une envie, c'est que ce soit de mieux en mieux encadré, cette histoire, pour pouvoir faire des belles épreuves. Voilà, je crois qu'on a... Merci Michel. Merci à toi.